T'es qui toi, t'es qui moi? T'es pas qui, t'es pas quoi? T'es qui toi, t'es qui moi? Mais toi t'es qui, t'es quoi? Pendant un demi-siècle, Sigmund Freud vécut à Vienne dans une rue tranquille du 19 de la Bergasse. Dans cette maison, il pratiqua la psychanalyse et rédigea son œuvre. Explorateur des profondeurs de l'inconscient et initiateur d'une des grandes aventures intellectuelles du XXe siècle, il voulut toute sa vie éclairer le côté nocturne de l'âme. Son divan fut un lieu d'investigation, un laboratoire où il reçut de ses malades son expérience et son savoir clinique. Il brisa les tabous liés à la sexualité et permit aux femmes de s'émanciper. Après avoir construit l'essentiel de ses théories, il décida de réunir chez lui un groupe d'hommes, médecins, historiens, écrivains, pour former la première association freudienne, la Société psychologique du mercredi. La première séance a lieu en octobre 1902, à 9 heures précises. Le rituel s'installe. Café, cigares, petits gâteaux. Véritable banquet socratique, immergé dans l'esprit viennois du début du siècle, la Société du mercredi fut un laboratoire d'idées nouvelles. Ceux qu'on appelait les hommes du mercredi se réunirent autour d'un maître autoritaire qui éveillait leur conscience. Ils voulaient changer le monde à l'aide d'une doctrine, la psychanalyse. Ils parlaient de philosophie, de littérature, de mythologie ancienne et surtout de maladies psychiques et mentales, avec au cœur de cette histoire les hystériques. J'ai détruit tout ce que j'ai noté depuis 14 ans, mes lettres, notes scientifiques et manuscrits de mes travaux. Tous mes sentiments et idées sur le monde ont été jugés indignes de subsister. Il faut recommencer à les penser. Quant à mes biographes, qu'ils se torturent donc. Chacun pourra avoir son idée sur l'évolution du héros. Tous auront raison. Je me réjouis déjà de leurs erreurs. Freud est d'abord un homme sombre, compliqué, ambitieux, d'une intelligence extraordinaire et qui a un très grand désir d'être un grand homme. Dès le début, il a envie de faire des grandes découvertes. Je crois que ça n'est pas pour rien qu'il s'est comparé lui-même à un aventurier, à Christophe Colomb, et qu'il adorait les conquérants, Hannibal et Napoléon notamment. C'est-à-dire des conquérants militaires. Freud est habité par un grand désir, non pas de réussir au sens de faire des affaires. Après tout, il vient d'un milieu de la bourgeoisie juive, commerçante. C'est pas du tout ça. Il rêve d'être un homme de science, il rêve d'être un savant et de changer le monde. Le livre sur les rêves marque une nouvelle étape dans la vie de Freud et le début des soirées du mercredi. Brouillé avec son ami berlinois Wilhelm Fliess à cause d'une sombre histoire de vol d'idées, Freud a besoin de transmettre son savoir. Autour de la longue table ovale, les hommes du mercredi sont de plus en plus nombreux. Comme le monde dans lequel ils vivent, ils sont déchirés par des conflits. Le désir qui les pousse à comprendre leurs semblables est d'emblée une interrogation sur eux-mêmes, sur leur enfance, leurs parents, leur identité. Presque tous sont juifs. Curieux d'antiquité et de culture lointaine, Freud collectionne les objets. Cette passion archéologique l'entraîne au cœur des anciennes civilisations et lui révèle que le destin de chaque homme est lié à celui de l'universalité humaine. Entouré de ses statuettes, ses multiples figurines romaines, chinoises, grecques, égyptiennes, il analyse les rêves de ses patients et les siens. Il les interprète comme on déchiffre une langue inconnue. En 1905, Freud publie ses 3 essais sur la théorie sexuelle. Le livre fait scandale parce que Freud attribue aux enfants et aux adultes dits normaux des fantasmes sexuels ou des comportements jugés pathologiques. Masturbation, sodomie, fétichisme, désir d'inceste. Il élabore son plus fameux complexe en s'inspirant de la tragédie de Sophocle, dans laquelle le roi de Thèbes, Oedipe, marqué par la malédiction des dieux, tue son père et épouse sa mère sans le savoir.
À partir de cette histoire, Freud donne le nom de complexe d'Œdipe à une représentation inconsciente où s'exprime le désir de l'enfant pour le parent du sexe opposé et son hostilité pour le parent du même sexe. Ce complexe apparaît entre 3 et 5 ans. Selon Freud, tous les enfants traversent cette situation oedipienne pour ensuite la surmonter. Freud reprend tous les termes qui existaient avant lui, sexualité, inconscient, transfert psychodynamique, mais il leur donne un sens tout à fait nouveau, en accentuant, et c'est pour ça qu'il y a eu une telle opposition à la psychanalyse, en accentuant l'idée que l'homme, le sujet, est déterminé par des forces qui lui échappent. Les soirées du mercredi existent depuis 5 ans. On y parle toujours de l'hystérie, de la cure psychanalytique, du refoulement, du transfert. Les hommes du mercredi forment un cénacle autour du père fondateur. Ils sont sa horde sauvage. Ils admirent Freud qui se montre souvent autoritaire et intransigeant. Tous sont frappés par son regard, sa lucidité, son pessimisme, sa fascination pour la mort et le sexe. Ils se nourrissent de son enseignement et de son génie clinique. 1907 est une année importante. Elle marque la rencontre de Freud avec Carl Gustav Jung, 1 an après leur premier échange de lettres. 50 ans après, Jung se souvient. Oh, well, I paid a visit to him in Vienna, and then we talked for 13 hours without interruption. 13 hours without 13 interruption. hours without interruption. We didn't realize that we were almost dead at the end of it, but it was tremendously interesting. Jung is an ideal figure for him. I've said this in my book very simply. He was not Austrian, he was not old, and he was not Jewish. It was perfect. Because Freud was worrying about the fact that this psychoanalysis might become a kind of parochial enterprise, because the people sitting around the table smoking cigars were all Jewish until a little bit later. He did not like this because he didn't think that psychoanalysis was applied to Jews or could only be practiced by Jews and so on, but he thought it was a all human thing. Jung and Freud came to know each other, they wrote steadily, and we have their correspondence, fortunately, and for 3 or 4 years it all looked very rosy and very, very good until Jung decided, and I would say Jung decided to go a different way and move into Oriental mysticism, religion, and all kinds of other things which Freud simply despised, right? Doté d'une puissante intelligence, Jung est habité par un monde intérieur fait d'introspection, de quête de soi, de goût pour l'occultisme et les religions orientales. Pendant 7 ans, il s'enthousiasme pour l'aspect spirituel de l'aventure psychanalytique. En 1913, il s'en écartera. En fait, Jung n'a jamais adhéré à la doctrine de Freud. Il s'intéresse aux archétypes, c'est-à-dire à des représentations symboliques du subconscient. Elle constitue à ses yeux un inconscient collectif. What sort of man was Freud? Well, he was a complicated nature, you know. I liked him very much, but I soon discovered that when he had thought something, then it was settled. While I was doubting all along the line. And it was impossible to discuss something really à fond. You know, he had no philosophical education, particularly I was studying Kant, and I was steeped in it, and that was far from Freud. So from the very beginning, there was a discrepancy. Jung does not want to, after 4 or 5 years of very close relationship, to be known as the son or the crown prince or the dauphin or whatever. He wants to be on his own, and one way to be on his own is to disagree and to write rather brutal letters, by the way. I may be partisan, but in this correspondence, Jung does not look very good at all. But anyway, he is important, again, as another stepping stone in psychoanalysis, in partly helping it to become international.
En 1910, les séances de la Société du mercredi sont transférées de l'appartement de Freud à un collège des docteurs. La fièvre des commencements se dissipe, l'académie succède au banquet. 1910, c'est aussi l'année où Freud fonde l'Association psychanalytique internationale et demande à Jung d'en assurer la direction. Le congrès de Weimar de 1911 réunit tous les ténors du mouvement psychanalytique international. Jung en est le président malgré des désaccords de plus en plus manifestes. 2 ans plus tard, ce sera la rupture avec Freud. Un autre homme entre alors en scène qui comptera dans l'expansion du mouvement, Ernest Jones, un médecin anglais né au pays de Galles. And what struck me most of all about it was what an extraordinary man he must be, because he seemed to listen to his patients. And I'd never heard of anybody listening to his patients before. They always tested their knee jerks and that sort of thing, but they didn't listen to what they had to say. And here's a man who listened patiently. Well, that took my fancy very much. Ernest Jones participe à la traduction anglaise de l'œuvre de Freud. En 1911, il fonde l'Association américaine de psychanalyse et en 1919, la Société britannique de psychanalyse. He had a great spirit of tolerance, of open-mindedness, anti-dogmatism. And that's the reason why he could actually allow various schools or various trends at one moment to come in Great Britain. And that is a typical attitude of the, let's say, the empirical approach of British culture at its best. But it's interesting, for instance, that the British society from the beginning was full of non-medical people. Jones sera le grand organisateur du mouvement, l'homme politique du freudisme, le gardien de la doctrine et plus tard, face aux États-Unis, celui qui assurera à l'école anglaise une place prééminente. À ce congrès, Freud rencontre pour la première fois Lou Andrea Salomé. Écrivain de langue allemande, né à Saint-Pétersbourg, elle séduit Freud par la vivacité de son esprit, sa chaleureuse humanité, sa beauté. C'est le début d'une longue amitié. Elle est à la recherche, au fond, de la modernité et de qu'est-ce que c'est que l'être humain quand Dieu est en train de mourir. Et quand on est replié sur la figure de soi-même. Et par ailleurs, c'est dans sa vie qu'elle veut réaliser les grandes passions. Et Lou va toujours vers ce qu'il y a de plus intéressant sur le plan intellectuel. Elle rencontre Nietzsche quand elle est toute jeune. Et Nietzsche tombe éperdument amoureux d'elle. Et bien sûr, elle ne devient pas sa maîtresse. C'est pas du tout ça qui l'intéresse. Et elle décide pendant un certain temps de vivre avec les hommes dans des amitiés platoniques, de façon à recréer elle aussi une sorte de banquet platonicien des idées. Et quand elle arrive à Vienne, c'est avec la ferme intention de s'initier à la psychanalyse. Elle a trouvé dans la psychanalyse, au fond, la doctrine qu'elle cherchait. Et à partir du moment où elle va rencontrer la psychanalyse, elle devient psychanalyste et elle cesse d'écrire des romans. Entre Lou et Freud se noue une relation privilégiée, faite de confidences intimes et d'amour réciproque. Il a pour elle une véritable admiration et la regarde comme son alter ego. Admise dans le cercle des intimes et reçue avec ferveur à la Société du mercredi, elle s'établit ensuite à Göttingen où elle pratique la psychanalyse tout en échangeant avec Freud une belle correspondance. Cher Lou, vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs et ne cessais hier de fixer comme fasciné la place vide que l'on vous avait réservée. Le 28 juin 1914. Cher ami, je vous écris sous le coup de l'assassinat surprenant de Sarajevo, dont les conséquences sont tout à fait imprévisibles. Il me semble bien que la participation personnelle tienne ici peu de place. 2 mois plus tard, éclate la Première Guerre mondiale. Comme des millions d'hommes, Freud ne croit pas à la durée de ce conflit. Il se sent solidaire du destin de son pays. Passé le temps des illusions, il exprime son pessimisme dans une lettre à Lou Andrea Salomé. L'humanité, je n'en doute pas, se remettra même de cette guerre, mais je suis certain que ni moi ni mes contemporains, nous ne retrouverons un monde heureux. Tout est trop horrible. Et ce qu'il y a de plus triste,
c'est que tout arrive comme la psychanalyse aurait pu le prévoir, d'après sa connaissance de l'homme et de son comportement.